Ministre, nous passons à la discussion générale en commençant par l'intervention de Madame Jeannine Dubié pour le groupe Liberté et Territoires et pour une durée maximale de 10 minutes. Bonjour Jeannine. Ça va ? Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Yannick, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Pour son premier ordre du jour réservé, notre groupe parlementaire Liberté et Territoires a une volonté, celle de traduire en actes l'ambition et l'objectif qui nous rassemblent, à savoir la lutte contre les fractures qui parcourent notre pays et qui en menacent la cohésion. L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement marquée par d'intenses mobilisations sociales, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes ou les manifestations contre la réforme des retraites, qui cristallisent des préoccupations grandissantes au sein de notre société depuis plusieurs années. Partout sur le territoire national, la persistance, voire l'aggravation d'inégalités sociales participe à alimenter un sentiment d'injustice croissant et constitue par là une menace pour notre cohésion sociale. C'est pourquoi répondre aux difficultés des populations les plus vulnérables, qui sont aussi les plus concernées par la précarité et par l'isolement, doit absolument être notre priorité. Avec cette proposition de loi portée par notre rapporteur Yannick Favennec, notre ambition est modeste, certes, mais exprime notre détermination à véritablement améliorer le quotidien des plus vulnérables pour leur offrir plus d'autonomie. Ce texte ne prétend pas répondre à l'enjeu plus grand qu'est l'avenir de notre modèle social face au défi du vieillissement de la population et de la dépendance. C'est pourquoi il ne nous semble pas pertinent de nous renvoyer à la loi grand âge, comme vous l'avez fait, Madame la Ministre, car le sujet de la dépendance et de l'autonomie n'est pas seulement une affaire de grand âge. C'est à tous les âges de la vie qu'on est confronté au handicap et à l'autonomie. Non, ce texte nous invite simplement à questionner la pertinence des dispositifs existants et, si possible, à agir vite pour les corriger et les enrichir dans un objectif de justice sociale et fiscale. Il cherche à améliorer l'autonomie pour permettre des conditions de vie plus dignes pour les personnes, en particulier au moment où elles sont le plus vulnérables. Aux difficultés liées à la dégradation de l'état de santé des personnes s'ajoutent des contraintes financières comme autant d'obstacles à la capacité de ces dernières à s'en sortir. C'est à cette injustice que nous souhaitons aujourd'hui nous attaquer. La France est confrontée à un vieillissement structurel de sa population qui nous impose de regarder avec attention la prise en charge de nos aînés, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, nos politiques publiques ne répondent pas suffisamment aux besoins. Or, ces derniers vont aller croissant. Dernier rapport en date sur la question, nous l'avons tous lu, celui de Dominique Libault, issu de sa concertation sur le grand âge et l'autonomie. Il nous apprend qu'à partir de 2030, il faudra prendre en charge 40 000 personnes en situation de dépendance de plus chaque année. En plus des besoins de financement structurel, nous devons aussi nous assurer des capacités financières des personnes en termes d'accès aux soins. C'est la raison pour laquelle l'article 1er de cette proposition de loi permet d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes âgées dépendantes résidentes en EHPAD, et ce, dans un objectif d'égalité fiscale et de justice sociale, pour les faire bénéficier des mêmes droits que les personnes âgées dépendantes bénéficiant de services à domicile. Si nous estimons que le maintien à domicile est encouragé, il n'en demeure pas moins que le reste à charge des personnes accueillies en établissement est bien trop important et au détriment des plus précaires et des plus dépendants. Selon une enquête de l'adresse, il atteint 1 850 € par mois. Surtout, il excède les ressources courantes des personnes âgées dans 75% des cas. Ainsi, fin 2018, 11% des résidents déclaraient devoir mobiliser leur entourage pour payer une partie de ces frais. En comparaison, à domicile, et toujours tiré du rapport Libault, le reste à charge s'établit en moyenne à 60 € par mois. Cet article propose dès aujourd'hui une première solution, transformer l'actuelle réduction d'impôt pour frais d'hébergement en crédit d'impôt sur le modèle du dispositif ouvert aux employeurs d'aide à domicile, aux personnes âgées employeurs d'aide à domicile. Le crédit d'impôt permet à la personne de recevoir un remboursement des finances publiques, ce qui peut parfois éviter le recours à l'aide sociale à l'hébergement avec toutes les conséquences familiales et patrimoniales que cela implique, tout en renforçant le droit à l'autonomie des personnes. Je tiens particulièrement à cet instant à saluer ma collègue Christine Pires-Beaune, à l'origine
de cette proposition lors des débats sur le dernier projet de loi des finances. Je la remercie d'ailleurs pour son soutien aujourd'hui et pour tout le travail qu'elle a fait dans son rapport afin d'étayer cette proposition. Son rapport nous a démontré, grâce à des données de la direction de la législation fiscale, que l'actuelle réduction d'impôts est anti-redistributive et mal ciblée. En particulier, elle ne bénéficie pas aux 3 premiers déciles de revenus fiscal de référence, soit aux foyers fiscaux avec un RFR inférieur à 13 148 €. La transformation en un crédit d'impôt réglerait donc cet écueil et permettrait de diminuer le reste à charge des personnes en EHPAD au profit d'environ 370 000 foyers fiscaux. Afin d'assurer la neutralité budgétaire de cette mesure, nous proposons que le droit au crédit d'impôt au titre de l'emploi d'une aide à domicile soit seulement ouvert aux ménages disposant d'un revenu fiscal de référence inférieur à 42 000 €. Par ailleurs, ce texte s'attache également à mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap. Ce mardi 11 février, date anniversaire des 15 ans de la loi du handicap, elles ont d'ailleurs appelé à manifester devant les MDPH pour demander un meilleur accès à leurs droits, preuve que le chemin est encore long. Aujourd'hui, nous proposons de supprimer la prise en compte des revenus du conjoint lors du calcul de l'AAH. Nombre d'entre nous militent en faveur de cette disposition depuis plusieurs années. En 2018, j'avais d'ailleurs co-signé la proposition de loi de notre collègue Marie-Georges Buffet, malheureusement rejetée l'an dernier. Créée en 1975 par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, l'AAH a été instituée au titre de la solidarité nationale afin d'assurer la garantie de ressources à des personnes qui ne peuvent, en raison de leur handicap, exercer une activité professionnelle. Le sens même de cette allocation est donc de garantir une véritable autonomie financière aux personnes en situation de handicap. Selon le comité de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, placé sous l'autorité du ministère des Solidarités et de la Santé, l'AAH relève du champ des prestations familiales et est considérée comme une prestation familiale à affectation spéciale et ne doit pas donc être considérée comme une aide sociale. À ce sujet, à l'occasion de la conférence nationale du handicap, le président de la République a annoncé ne pas inclure l'AAH dans le revenu universel d'activité. Cela prouve de fait que l'AAH n'est pas un minimum social. Cette décision du président de la République rend donc encore plus légitime notre proposition de loi. Par ailleurs, en dépit de l'augmentation de l'AAH qui peut atteindre 900 € depuis le 1er novembre dernier, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, un décret a abaissé le plafond de ressources à ne pas dépasser pour les couples, rendant ainsi davantage dépendants les bénéficiaires de l'allocation aux revenus de leur conjoint. J'ajoute que le gouvernement a aussi fait le choix, depuis le 1er décembre 2019, de supprimer le complément de ressources d'un montant non négligeable de 179 € qui avait pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité en cas d'incapacité de travail. Pour toutes ces raisons, la situation financière du conjoint ne devrait pas emporter de conséquences sur son attribution. Enfin, toujours selon notre volonté d'améliorer le quotidien des personnes en situation de dépendance, nous proposons de relever le critère d'âge pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap de 60 à 65 ans. J'ai déjà longuement défendu cette mesure en début d'année lors de l'examen de la proposition de loi rapportée par notre collègue Nathalie Elimas. Cela correspond à l'évolution de notre société vieillissante et à l'impasse dans laquelle nous allons continuer à séparer vieillesse et handicap. En effet, une personne dont le handicap survient après 60 ans sera éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, à l'APA, versée aux personnes âgées dépendantes. Or, les deux prestations sont d'une nature et d'un montant différents. Alors que pour une personne très lourdement handicapée, la prestation compensatoire du handicap peut atteindre quelques 13 000 € par mois. L'APA est plafonnée et varie de 670 à 1 730 € par mois en fonction du degré de dépendance. Par ailleurs, elle ne permet pas de mettre en place les mêmes plans d'accompagnement. Rappelons également que la loi de 2005 prévoyait que les barrières d'âge de la prestation compensatoire du handicap étaient amenées à disparaître dans un délai de 5 ans. Nous avons fait un premier pas en janvier dernier, s'agissant de celle de 75 ans. Aujourd'hui, nous proposons un second pas, relever celle de 60 à 65 ans.
l'objectif final étant bien sûr de parvenir à la supprimer totalement, mais vous l'avez bien compris. Madame la ministre, chers collègues, le groupe Liberté et Territoires vous propose aujourd'hui des mesures concrètes et rapidement applicables pour avancer vers un système de protection sociale adapté à la réalité des Français. Bien sûr, il faut aller plus loin. La question du financement de la lutte contre la dépendance demeure ouverte et nous invite à la pertinence de créer un nouveau risque de sécurité sociale pour une prise en charge par la solidarité nationale sous forme de prestations uniques. Nous ne pouvons plus remettre au lendemain des mesures sur lesquelles il y a unanimité, qui ont fait l'objet de nombreuses concertations et rapports étayés. Et en attendant la future réforme sur le grand âge et l'autonomie, aujourd'hui, nous pouvons et devons agir pour améliorer le quotidien des personnes dans un objectif de justice sociale et fiscale. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Je serai heureux de vous retrouver. Je vous remercie, Madame Dubié. Madame Dubié, vous avez demandé la parole en explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier tous, remercier tous les députés qui ont voté ces articles. Effectivement, c'est des sujets qui sont en débat depuis très longtemps, pas qu'à cette mandature, l'autre avant. Je crois que c'est une grande avancée. Et je veux vous le redire, Madame la Ministre, Monsieur Ruffin, Madame Buffet, Monsieur Pradé, ils ont raison. L'AAH n'est pas un minima social et la décision du président de la République de l'exclure du revenu universel d'activité le montre bien. L'AAH est une garantie de ressources pour des personnes qui ne peuvent pas exercer une activité professionnelle. Et ça fait partie des conditions d'attribution. Je vais même plus loin sur le site du ministère, je vous ai cité tout à l'heure le CLES, l'AAH est définie comme une prestation familiale à destination. Elle est dans le corps des prestations familiales. Donc, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est continuer la pensée du président de la République en excluant les ressources du conjoint. Je crois que nous avons bien travaillé et je vous remercie tous. Je vous remercie. Je mets donc aux voix la proposition de loi en vous priant de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, 79 votants, 75 exprimés, majorité à 38, pour 44, contre 31. Elle est adoptée.